Français que les Français ont tracé et en rouge les Britanniques. Donc, l'instabilité politique au Sahel donc, trouve ses racines, à mon avis, et c'est démontré aussi dans l'héritage post-colonial. Les frontières artificielles dessinées par les puissances coloniales ainsi ont souvent regroupé des groupes ethniques et culturels différents au sein des mêmes États. Et cela a créé des tensions, des rivalités, car ces groupes, souvent, ils se battent parfois pour le contrôle des ressources et du pouvoir politique. Et on peut citer l'exemple de la rébellion Touareg depuis les années 90, mais bien avant, au Niger, au Mali, qui explique donc l'héritage colonial euh, a un impact sur la situation actuelle au Sahel. Alors, les facteurs de la recrudescence de la menace djihadiste au Sahel, il y a plusieurs facteurs. Nous avons des facteurs internes et des facteurs externes. Parmi les facteurs internes, on peut citer la situation économique des pays du Sahel, principalement les pays du G5 Sahel. Euh, c'est des pays où la pauvreté est quasi endémique. Par exemple, nous savons que 40% de la population vivent en deçà du seuil de pauvreté. Si nous prenons des indicateurs comme des PIB, les 5 pays du G5 Sahel, à l'exception de la Mauritanie, ont tous moins de 1000 dollars par habitant. Ceci est aussi valable pour l'indice de développement humain, l'IDH, excepté la Mauritanie qui a un peu plus de 0,5. Tout le reste sont au-dessous de 0,5, qui est un indice qui va jusqu'à 1. Donc la pauvreté est endémique et le chômage est élevé. En particulier parmi la jeunesse, qui sont la partie la plus importante de la population. Cette situation crée donc un terreau fertile pour l'instabilité. Ensuite, il y a aussi l'absence d'opportunités économiques qui a poussé de nombreux jeunes à se tourner vers des groupes armés ou à des mouvements rebelles en quête de réponse à leurs préoccupations. Donc, les populations qui vivent dans des zones parfois éloignées, marginalisées, ne se sentent pas concernées par la situation politique du pays, se sentent exclus de l'administration du pays, donc ils ont tendance à être tentés de trouver d'autres voies pour pouvoir sortir, que ce soit la criminalité organisée, le mouvement djihadiste ou la rébellion. Donc, c'est une raison où la population est jeune à majorité, il y a plus de 70% au moins de 35 ans. Et c'est cette situation économique interne aussi, donc, comme je l'ai dit, constitue un terreau fertile à l'insécurité, à l'extrême violent, voire au djihadisme. À côté de cela aussi, nous avons des facteurs climatiques, hein, il faut le dire, car le Sahel est fortement touché par le changement climatique. Les sécheresses sont récurrentes, la désertification et la dégradation des terres ont entraîné une pression accrue sur les ressources naturelles, en particulier dans les zones rurales. Cela a contribué à des conflits liés à l'accès à l'eau et aux terres, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc, une majorité écrasante de la population travaille dans le secteur agricole ou pratique le pastoralisme. Donc, à l'évidence, ces activités sont fortement dépendantes des facteurs météorologiques et saisonniers. Cette explication qui peut entraîner des migrations de population d'un point à un autre et arriver dans un point où la terre est beaucoup plus fertile, où l'eau est accessible, ça peut créer des tensions au niveau local entre les populations locales et les populations migrantes. Alors, nous avons aussi, parmi les causes internes, question de gouvernance qui se posent dans ces pays du Sahel, la mauvaise gouvernance, la corruption qui est généralisée et l'inefficacité des institutions étatiques à répondre aux besoins primaires des populations. Donc, on sapait la confiance de la population dans leurs dirigeants. Donc, l'élite dirigeante ont souvent détourné les ressources nationales précieuses au détriment du développement social et économique, exacerbant ainsi les inégalités. Euh, la corruption est omniprésente et cette corruption sape la confiance de la population dans les institutions gouvernementales, en même temps qu'elle soulève des doutes fondamentaux sur la légitimité, le mécontentement peut être généralisé à l'encontre de ces institutions est devenu l'une des principales causes de l'évolution politique négative de la région, par exemple du coup d'État, la rébellion. Je donne juste un exemple. Au Mali, il y a quelques années, où des fonds qui étaient destinés, bien avant le coup d'État, à l'armée, l'achat de matériel militaire pour les militaires au nord Mali ont été détournés
par des politiciens véreux, mais aussi des militaires, et qui a affaibli la situation au Nord Mali pendant très longtemps. Il y a aussi, parmi les causes internes, il y a aussi les causes externes. Parmi les causes externes, on peut citer en premier lieu la guerre en Libye. La guerre en Libye en 2011 qui a débuté, donc ce déclenchement de cette guerre a eu des conséquences terribles sur les pays du Sahel. Il est de notoriété publique que le guide libyen, le colonel Kadhafi, avait à son temps, parce qu'il était omnibulé par sa sécurité, disséminé des armements sur toute l'étendue du territoire libyen. Quand la rébellion a éclaté en quelques jours, ces armes ont été prises d'assaut par des combattants, des brigands, des trafiquants de tout genre, des rebelles, et voire même des djihadistes. Donc, on s'est trouvé ainsi avec la circulation des milliers d'armes en circulation qui sont vendues sous le manteau. Des tonnes de munitions et d'explosifs se trouvent ainsi en circulation et vendues dans les marchés parallèles au Niger, au Nord Mali, au Tchad, là même parfois au Burkina Faso. À cela s'ajoute aussi une désorganisation totale après la chute de Kadhafi, hein, avec la montée des tensions socio-économiques, politiques et identitaires. Le guide libyen était un médiateur aguerri et grâce à ses revenus tirés de la manne pétrolière, influençait les tribus des groupes armés dont les Touaregs dans les pays frontaliers. Il jouait très souvent le rôle de médiateur entre ces groupes et les autorités politiques de leurs pays respectifs. Donc, et en plus, Kadhafi avait enrôlé des centaines de Touaregs d'origine malienne dans son armée. Or, l'armée libyenne était en déroute et à cause de l'avancée des rebelles vers Tripoli. Cette situation a poussé, par exemple, les Touaregs à incorporer dans l'armée libyenne, à se replier hors des frontières du pays. Ceux qui sont d'origine malienne rentrent au Mali et ceux qui sont du Niger rentrent au Niger. Et ces combattants aguerris et bien formés renforcent les rébellions locales, voire les combattants djihadistes au Mali comme au Niger. Le retour de ces combattants, donc, vous voyez, a fait émerger une nouvelle dynamique de contestation et de revendication. Parmi les causes externes aussi, nous avons aussi le jeu des acteurs des puissances étrangères. Le Sahel, comme vous le savez, c'est une région qui est riche, qui possède d'énormes potentialités et ressources naturelles. Le Sahel représente un espace très convoité par les pays développés, parce on y trouve de l'or, de l'uranium, du pétrole, du gaz, du phosphate, des diamants, du cuivre de fer, du charbon, du nickel, du zinc, de la bauxite, du plutonium, du manganèse, du cobalt, de l'argent, du chrome, etc., etc. Beaucoup d'autres richesses se trouvent au Sahel. Donc, ces richesses font de cette zone un espace de convoitise. Le Niger, par exemple, possède la troisième réserve mondiale d'uranium, indispensable, entre autres, à la production de l'énergie nucléaire, que ce soit civile ou militaire. Ainsi, donc, les pays occidentaux y développent une stratégie pour le contrôle des ressources précieuses. Et les mouvements terroristes tels que ACMI en font leur terrain de jeu pour kidnapper des ressortissants, par exemple, occidentaux. Donc, nous avons aussi pas mal de grandes entreprises multinationales qui ont pignon sur rue, comme Areva, qui est le premier producteur mondial d'uranium, American Corporation, BSP Genco, Ashanti Goldfield, Barrick Goldfield, qui sont au Burkina Faso, au milieu Niger et en Mauritanie. Donc, le contrôle de cette aire géographique stratégique est capital pour ces pays occidentaux. Donc, pour les populations de ces pays, pour la grande majorité, certains qu'on a rencontrés par des voyages et tout, ils sont convaincus en fait que la présence aussi bien des militaires de l'extérieur ou des entreprises ne sont pas exclusivement pour combattre ou éliminer les groupes terroristes. Pour elles, cette stratégie, c'est juste une stratégie, car ils ont la conviction que ces puissances actrices des opérations militaires ont pour objectif principal de balkaniser ces pays-là afin de faire main basse sur les ressources naturelles. Voilà, nous avons ce qui alimente aussi ces sentiments de rejet.
des pays occidentaux, particulièrement la France, et la montée en puissance de Wagner, la Russie avec le groupe paramilitaire Wagner qui a pignon sur lui dans la zone. Alors, les différents groupes terroristes qui existent au Sahel, donc nous avons au Sahel, les attaques terroristes s'intensifient depuis 2012 et quasiment aucun pays du G5 Sahel n'est épargné. Et plusieurs groupes terroristes déstabilisent la région en visant des civils, des militaires, des occidentaux. Parmi ces groupes, il y a plusieurs groupes, nous allons nous concentrer sur les deux plus grands groupes. Nous avons le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Sahel, qui s'appelle GESIM. Les GESIM, comme vous voyez sur la carte, sa zone d'influence qui s'étend de la Mauritanie jusqu'au Tchad. C'est un groupe terroriste qui a prêté allégeance à Al-Qaïda, dont le chef idéologique, Ahmad El-Zawahiri, a été tué en 2002 ou 2022, si ma mémoire est bonne, à Kaboul, en Afghanistan. Donc, le GSIM est composé par la Katiba Massina, fondée par le prédicateur Paul Amadou Koufa en 2015, d'Ansar Dine, créé en 2012 par Iyad Agali, de Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé jusqu'à sa mort en juin 2020 au Mali par le citoyen algérien qui s'appelle Droukal. Donc, le GSIM est actif dans le Sahel, mais aussi principalement dans la zone dite des trois frontières qu'on appelle l'Itapo-Gourma. C'est une zone qui est étendue vaste de 500 000 km². Depuis une dizaine d'années, cette zone cristallise toutes les inquiétudes au Sahel, qui est devenu l'épicentre du phénomène djihadiste au Sahel. Les populations sont quasiment livrées à elles-mêmes. Ils ont beaucoup migré, déplacés. Et les services sociaux de base de l'État font défaut. Même si nous avons que récemment, il y a eu l'alliance des États du Sahel a été mise en France en septembre 2023, justement, pour pallier cette situation entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, l'épicentre du djihadisme au Sahel se trouve dans cette zone-là, dite des trois frontières, où les principaux groupes djihadistes font ce qu'on appelle aussi de la coopétition, c'est-à-dire qu'ils sont en concurrence entre eux pour contrôler les ressources les territoires, mais en même temps, ils sont en coopération quand ils sont attaqués par les groupes armés réguliers du Mali, du Niger ou du Burkina Faso. Donc, ce qu'on appelle une coopétition entre les groupes djihadistes. Donc, à côté du GSIM, nous avons l'État islamique au Grand Sahel, qui est d'une moindre importance que le GSIM avec 1100 membres, mais dont 400 vraiment combattants aguerris. Il a été fondé en 2015 par Adnan Abu al-Sahawari et en octobre 2017, principalement le 4 octobre 2017, ce groupe effectue de manière fracassante son entrée dans la scène djihadiste mondiale en tuant 4 membres des forces spéciales américaines. Euh, lors d'une embuscade tirée vers Atombongoro, une zone située au nord de la capitale Niamey. Donc voilà, parmi les facteurs externes, voilà, c'est encore ici la zone des trois frontières que vous voyez bien sur cette carte-là. Vous voyez bien en baisse que tous les attaques djihadistes qui ont été menées se concentrent principalement dans cette zone qui cristallise toute la tension actuellement de la scène géopolitique au niveau du Sahel. C'est une zone, une sorte de creuset où nous avons beaucoup de populations, différentes ethnies qui existent. Par exemple, les Peuls qui sont souvent des éleveurs nomades, les Bozos qui sont, je pense que des chasseurs, ils avons des Songhai, ils avons des Tamashek, des pêcheurs aussi. Donc, il y a une rivalité de pouvoir et de ressources entre différents groupes ethniques qui existent. Et cette situation permet aussi aux groupes djihadistes d'en profiter pour diviser, afin de mieux régner et récupérer, recruter, endoctriner beaucoup de jeunes dans cette zone-là. Donc, nous avons vu que il y a eu des causes, des facteurs internes et externes qui expliquent la situation actuelle
au Sahel. Et par rapport à la situation, un certain nombre de réponses ont été apportées pour faire face à cette situation qui équivaut actuellement au Sahel. Et parmi ces réponses, nous avons des réponses dites régionales, hein, qui sont africaines, entre guillemets, régionales. Nous avons, par exemple, la CEDEAO, l'Union européenne, la MINUSMA et la force conjointe G5 Sahel. La CEDEAO, quant à la, c'est une organisation qui regroupe 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont beaucoup de pays d'Israël. Donc, elle s'implique car la situation au Sahel est difficile pour trouver des solutions. Donc, elle joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale. La CEDEAO a déployé des forces de maintien de la paix dans des pays en crise et a œuvré pour résoudre des conflits politiques. Elle a aussi un rôle joue un rôle important dans la coopération également entre d'autres acteurs régionaux et internationaux pour lutter contre l'extrémisme violent dans la région. Alors, nous avons aussi l'Union européenne. L'Union européenne euh, qui est présente aussi au Sahel, donc elle joue un rôle majeur dans la région en soutenant financièrement et politiquement les efforts de stabilisation et de développement. Elle a lancé, par exemple, plusieurs initiatives de programmes visant à renforcer la sécurité et à promouvoir le développement économique et à améliorer surtout la gouvernance de ces pays du Sahel. L'Union européenne a également contribué à la formation et à l'équipement des forces de sécurité locales et a été un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. On peut aussi citer d'autres organismes comme la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Et, donc, comme son nom l'indique, c'est une mission qui servait, dont la mission était de stabiliser les villes et aussi assurer la sécurité. Par la demande du gouvernement malien de sortir du Mali, on demandait que les Nations Unies mettent fin à la mission de l'aménagement au Mali, ce que le 30 juin 2023, le Conseil de sécurité a approuvé par la résolution 2690, donc mettant fin au mandat de l'aménagement. Je pense que 90% des membres de l'aménagement sont déjà rentrés. Je pense qu'il ne reste pas grand monde et ils avaient jusqu'au 31 décembre pour partir. Je pense que d'ici avant cette date-là, toute l'équipe, toutes les personnes qui étaient affiliées au MINUSMA seront déjà rentrées. Nous avons aussi la force G5, la force conjointe du G5 Sahel. C'est une force qui a été créée en 2017, 5000 hommes, avec un budget de 430 millions d'euros. L'objectif de cette force conjointe de G5 Sahel, c'était de combattre les groupes terroristes et surtout de sécuriser les frontières des États membres. Seulement, il faut le dire, cette force n'a pas été efficace parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de coordination entre les États, entre les militaires des différents États, ce qui fait que les groupes djihadistes ont continué à prospérer. D'ailleurs, je pense que c'est cette faiblesse de ce fort conjoint des G5 Sahel qui a même poussé les États du Mali, le Niger, le Burkina à mettre en place l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, justement pour faire face à cette situation. Donc, voyez-vous la situation donc, qui existe et selon dans l'opinion aussi des membres, beaucoup de pays du Sahel, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger, au Tchad, euh, les différentes opérations qu'il y a. Quand je parle de l'Union européenne, il y a beaucoup de pays qui interviennent, mais je n'ai pas précisé aussi, par exemple, nous prenons le cas de la France, que ce soit l'opération Serval, Barkhane, Takuba et autres. J'ai un sentiment en fait que malgré les moyens que l'armée française a déployés en termes d'hommes, de techniques, de matériel, avec les surveillances, les drones, les satellites, ils n'ont pas pu éradiquer le djihadisme au Sahel. Au contraire, que ça s'est intensifié, même s'il y a eu des succès stratégiques en éliminant certains responsables opérations stratégiques du djihadistes. Mais ces sentiments-là, c'est qui a alimenté encore ces sentiments anti-français, comme quoi qu'avec tous les moyens qu'ils ont, tout ce qu'ils ont déployé sur place, et que le djihadisme continue à augmenter. Voilà.
Donc, les perspectives pour cela, donc, nous avons que c'est une région qui a besoin de soutien, franchement, de soutien de la communauté, toute la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas régler cette situation stabilisée sans qu'il y ait une coopération entre les différents États, déjà du Sahel, mais aussi une coopération au niveau africain, mais aussi au niveau mondial pour sécuriser cette zone-là qui est devenue l'épicentre du djihadisme dans le monde. Il faut lutter contre la corruption, la préfiguration, la conclusion, mettre en place des projets de développement durable, mais aussi lutter contre la dégradation de l'environnement, la désertification, afin de faire face dans cette situation, afin de faire face aux aléas du climat dans cette zone-là, mais surtout aussi euh, former, équiper autant que mieux c'est possible les armées de différents pays. Et si vous suivez l'actualité, je pense qu'hier, après presque 11 ans d'absence, les forces armées maliennes sont entrées à Kidal. Ils ont pris possession de Kidal qui était entre les mains du groupe rebelle Touareg depuis 2012 quasiment. Donc, c'est cette victoire entre guillemets symbolique suscite beaucoup d'espoir au niveau de la population malienne que j'interroge parfois aux rencontres et qui disent que voilà, sans la France, nous pouvons arriver. Alors que la France était là, était à Kidal, mais les rebelles étaient toujours là. Voilà, en quelque sorte, ce que je voulais présenter en vous remerciant de votre aimable attention.